Donc, dans cette vidéo, on va expliquer ce dont il s'agit, la question des agents en intelligence artificielle. La mutation des agents en intelligence artificielle est un aspect majeur dans la vision et du rôle de l'intelligence artificielle dans nos vies. Notre utilisation était limité avant cette révolution des agents, si vous voulez, à un simple échange de texte avec ces agents, mais avec les modèles d'intelligence artificielle. Mais les agents nous permettent d'effectuer des tâches, de mener des tâches euh, dans nos places. Et dans cette vidéo, on va expliquer conceptuellement et d'une façon générale comment les modèles d'intelligence artificielle sont implémentés au sein des agents. Dans un premier temps, l'agent est constitué par 4 éléments majeurs. Le premier élément, c'est le LLM, qui constitue le cerveau. Le LLM, c'est le modèle d'intelligence. C'est le LLM, c'est le Large Language Model, c'est tout simplement un modèle de langage qui est large, en fin de compte, qui constitue dans ce cadre-là le cerveau, ou la capacité d'intelligence du modèle. Par la suite, on a les outils. Et les outils, ce sont les, les constituent la capacité de l'agent à mener des actions. On aura l'outil terminal, où l'agent peut effectuer des tâches sur la terminale, sur le terminal. L'agent peut faire des recherches sur le web. Tous ces éléments-là constituent les outils que l'agent peut utiliser. Par la suite, on a la boucle, qui simule dans ce cas-là l'action de penser, de critiquer soi-même et de s'approcher du résultat d'une façon itérative. Je commence par une demande de l'utilisateur et par la suite, l'agent essaye de s'approcher d'une façon récurrente jusqu'à aboutir à un résultat final. Et bien évidemment, on a l'état qui constitue le contexte dans une discussion particulière. Car quand vous parlez à une intelligence artificielle, et quand il mène des actions, quand l'agent mène des actions, alors son état change. Et c'était le changement de l'état et tout simplement va être représenté par le contexte, par l'ensemble de la discussion jusqu'à un moment donné. Donc, un agent, c'est un programme qui est écrit souvent en Python et qui est tout simplement qui fait appel à l'intelligence artificielle, au LLM plus précisément, dans une boucle. Donc j'ai un modèle comme Claude ou comme ChatGPT que j'appelle dans une boucle d'une façon itérative pour aboutir à un résultat donné. On donne à cet agent des outils et en renvoyant les résultats renvoyant les résultats de chaque action, il peut atteindre son objectif et il peut se juger qu'il a abouti à son objectif ou pas. Donc conceptuellement, on peut séparer les deux. Un LLM, c'est le modèle, c'est l'intelligence, c'est le cerveau. C'est un composant interchangeable comme je peux changer un modèle DeepSeek, je peux changer un modèle Minimax, un modèle ChatGPT, un modèle Claude. Je peux faire ces choix-là. Et l'agent, c'est tout simplement cette boucle-là. Et on peut ajouter à l'agent euh, donc la capacité de mémoriser les ce qu'on appelle le harness, c'est-à-dire la capacité d'exécuter des actions, euh, car l'agent ne peut pas effectuer des tâches. C'est un, c'est tout simplement, il prédit du texte. Il ne peut pas mener des actions. Alors comment répondre à cela? C'est par le harness que cet agent-là va pouvoir, à la fin des fins, mener des actions. On va voir cela en détail. Donc, ce qui constitue ce programme-là qui est l'agent, comme Hermès, comme Claude Code,
comme codex sont en fait six briques principales. La première, c'est le system prompt. C'est ce qui décrit la personnalité de l'agent. Comme ici, par exemple, où il y a tout un tas d'agents, tout un tas de system prompts pour chaque modèle. Et pour chaque modèle, il y a des caractéristiques ou comment dirais-je, des system prompts être, qui vont nous amener à des résultats beaucoup plus remarquables par l'intelligence artificielle du modèle LLM. Donc en changeant le système prompt et en faisant une architecture et un développement précis de notre système prompt, on peut mener à des améliorations majeures du modèle. Et pour vous faire sentir ce changement-là, on peut discuter un concept majeur qui est la mutation du software. Le software on peut le conceptualiser comme le fait assez pertinemment euh, Andrej Karpathy, peut être conceptualisé par trois étapes principales. Le premier état, c'est le software 1.0. C'est tout simplement le software créé en C++, écrit en C, écrit en Python. On peut, on peut ajouter la programmation procédurale, etc. Ou même orienté objet. Tout cela, on peut le décrire comme software 1.0. Le software 2.0, c'est utiliser des réseaux de neurones pour, par exemple, dans un problème de classification. Un message est un spam ou n'est pas spam. Ou dans un contexte d'autonomie d'un robot ou d'une voiture. Et troisièmement, il y a le software 3.0 qui est développé, qui n'est pas, qui n'a pas une langue de programme, qui n'est pas dans un langage de programmation, mais c'est la langue en anglais. Mais c'est la langue. Le langage de programmation, c'est la langue, c'est le français, l'anglais, etc. Ou en changeant, ou en développant des systèmes de fichiers qui contiennent du texte, qui sont particulièrement bien construits, adéquatement construits, on peut amener l'intelligence artificielle à faire des actions ou à faire à donner des résultats beaucoup plus importants que sont ces textes-là. C'est ça le software 3.0 et c'est une vision euh, qu'on peut la contempler avec profondeur. Par la suite, en back-end, on a le modèle, et le modèle c'est tout simplement Minimax, DeepSeek, etc. Donc c'est interchangeable. Par la suite, on a le catalogue d'outils, utiliser le terminal, utiliser le système de fichiers, écrire du code, faire entrer en web, faire de la vision, etc. On a le runtime, ou la boucle de contrôle, qui décrit comment l'agent agit quand il est en train d'effectuer ses tâches. Donc, comment il exécute les outils, comment il recommence, en fait, il orchestre ses actions, car on peut parler comme ça, il y a des fichiers, etc. Mais comment parvenir à orchestrer, à hiérarchiser ses priorités et à faire des tâches sans une structure. Donc cela, c'est ce qu'on appelle le runtime. Il faut bien le structurer pour ne pas tomber dans des problèmes euh, d'effectuation de la tâche. Par la suite, on a l'état et la mémoire. C'est ce qu'on appelle la persistance. Cette persistance est gardée dans la mémoire pour que l'agent a une certaine capacité de, de, de permanence dans le temps. Quand vous parlez à un agent, il peut changer. Car sans cet état-là, l'agent va changer d'une façon à l'autre, il ne va pas garder la discussion, donc son état est- n'est pas prévisible. Donc il faut avoir un système de mémoire et par la suite on doit le containeriser, si vous voulez,
pour des raisons de sécurité. Maintenant, discutons la structure d'un agent. On peut le décrire dans une fonction Python assez simple. Cette fonction-là prend comme argument l'objectif. L'objectif, c'est du texte, bien évidemment. C'est votre prompt. Donc, on a une liste qui contient les messages. Les messages, c'est le système prompt dans un premier temps et l'objectif. Par la suite, on a while true, c'est la boucle de l'agent. Donc, la sortie de l'agent va être une prédiction ou une réponse de l'LLM au message, c'est-à-dire au système prompt plus les objectifs, avec les outils. Donc, l'agent a les messages et a les outils. Il va mener des actions à cet égard-là. Par la suite, on va ajouter au message, c'est-à-dire ça, donc bien évidemment, la sortie. Donc, les messages, donc notre contexte, les messages vont toujours être ajoutés, ou les sorties vont être ajoutées au message pour avoir cette persistance ou ce changement d'état permanent. Donc, par la suite, si la sortie exige un appel d'outil qui a été demandé par le LLM, alors on va faire une observation. Donc, on va exécuter cette sortie avec l'appel outil. Par la suite, on ajoutera l'observation au message. Et on va continuer. On va tourner là dans ce while, jusqu'au ce if là, c'est-à-dire que notre réponse n'exige pas un appel à outil. Dans ce cadre-là, on va sortir. Donc on a ainsi mené les actions, on a fait toutes les observations, et on a abouti à un résultat satisfaisant pour l'intelligence artificielle. Donc dans ce cadre-là, on sort de la boucle. C'est ça l'essence de l'agent. Donc on a un état, c'est une liste de messages, c'est toute la mémoire, c'est le contexte. On fait un tour, chaque passage, on appelle un modèle, plus une éventuelle action, c'est dans ce cadre-là. Ensuite, on demande un outil, on exécute et on reboucle. Sinon, la réponse est finale et on s'arrête. Je crois que c'est clair. Ici, on décortique euh, beaucoup plus en détail dont ce dont on a parlé jusqu'au moment. Donc, dans un premier cadre, on va construire notre requête. C'est un système prompt plus des messages plus schéma d'outils. Donc, c'est la requête initialement. On fait appel au modèle, comme on a précisé. Le modèle va nous donner une sortie. Puisque le modèle va nous donner une sortie, on va lire la sortie. On aura un texte final à la fin. Donc, ou appel d'outil, bloc chanson. On va discuter ces blocs chanson par la suite, mais l'appel d'outil, c'est le bloc chanson. Si on exige un autre appel d'outil, alors on fait le retour, on passe tous ces appels-là et toutes ces actions-là de retour. Donc, on a un système prompt, on a les messages, tous les messages, et puis le schéma d'outil. Donc, par la suite, on appelle le modèle une autre fois, et le modèle va faire des actions. Si on exige d'autres actions, alors on retourne, mais si on n'exige pas, alors on sort de cette boucle-là et on entre dans l'exécution des outils. Donc le harness va prendre tout. Donc jusqu'au moment, le modèle n'a pas exécuté. Il faut préciser cela. Le modèle n'a pas exécuté. Il a construit des textes de Johnson, en état Johnson. Donc on a ici du texte en Johnson qui vont représenter les actions à mener par l'agent. Par la suite, l'agent va faire passer ces résultats-là, ces
action-là, pour être exécuté par le, par le harness. C'est pas le modèle qui va mener ces actions, mais c'est le harness qui va les exécuter. Par la suite, on va mettre à jour notre état, plus d'observations aux tables des messages, c'est-à-dire au contexte en général. Ici, on a l'état, c'est-à-dire la mémoire ou le contexte. Donc, on a pris un exemple particulier de cybersécurité, de résolution d'un problème en cybersécurité, où on a le système prompt qui se constitue par la persona du modèle, les règles, les catalogues d'outils. Par la suite, on a euh, l'utilisateur qui demande de résoudre une binaire comme ça. Le modèle, il inspecte le fichier, il fait appel à cette fonction-là pour lire ce fichier-là. Le tool qui est appelé pour lire cela va lui donner une observation de la nature du fichier. L'assistant, par la suite, va faire appel à, à une action dans le terminal. Il applique cette fonction-là dans le terminal, il fait appel au terminal. Le tool va lui retourner cette observation-là, donc celle-ci. Donc, par la suite, en lui donnant cette réponse, l'assistant donne le flag de, euh, de la binaire. Il a résolu en fait un problème de cybersécurité. Donc, pourquoi ça compte? Ce tableau change à chaque instant. Donc, chaque action et chaque résultat, ils sont ajoutés. L'agent se souvient. Donc, il ajoute tous ces éléments-là dans ce contexte, dans son contexte, pour avoir une compréhension générale de ce qui se passe. Il est renvoyé en entier au modèle à chaque tour. Voilà comment le LLM, sans mémoire propre, garde le fil. Donc, comment garder le fil, c'est de retourner de proche en proche, donc de façon récurrente vers le LLM, car le LLM représente la capacité mentale du, de l'agent. Et ici, on précise que du fait que donc qu'il y a une limitation dans la fenêtre du contexte, car le contexte est limité. Dans les modèles les plus, les plus grands d'un point de vue contexte, c'est 1 million de tokens. Donc il y a une limite à la fin. Donc il faut toujours compacter. Et même si on, on, on n'atteint jamais 1 million de contextes sans une dégradation majeure de la qualité du modèle à sa réponse, car il a beaucoup d'informations dans sa mémoire, ou dans le contexte. Bon, on passe ici au mode action. On va voir comment l'action est menée. L'action est menée, donc l'agent produit donc cette forme-là qu'on appelle la forme Johnson, où il y a l'outil et les arguments qui est dans ce cadre-là l'action à mener, et le harness va l'exécuter et va renvoyer à le LLM cette réponse-là. Puis, cette réponse-là va être ajoutée, comme on a précisé dans un moment, au tableau de messages, c'est-à-dire au contexte. Et le LLM décide s'il a besoin d'autres actions à mener, donc fetcher, rechercher un tel aspect, rechercher quelque chose qui n'a pas dans sa mémoire ou dans son training set. Il va faire une recherche, il va rechercher des solutions, il va mener des actions qu'il trouve pertinentes pour lui amener au résultat. Ici, on a la condition d'arrêt et ici, on discute la condition d'arrêt et les garde-fous. Donc, pour
On a discuté le fait que l'agent va tourner et va mener des actions, mais on doit limiter cette autonomie un peu excessive de l'agent. Car l'agent peut se bloquer dans un problème et ne pas pouvoir le résoudre. Donc il faut limiter notre, notre budget. Il faut limiter notre utilisation des tokens. Il faut la limiter car les tokens, ça n'a pas à vous échapper, mais euh, ça requiert de l'argent. Donc plus précisément dans les modèles les plus performants ou les plus développés. Donc on ajoute des conditions d'arrêt. Un nombre d'itérations, par exemple 10 ou 30, il va le limiter. Donc on limite par le budget. Donc pour- le concept des garde-fous, c'est tout simplement de mettre l'agent dans un contexte limité, car sinon l'agent a accès à tous vos fichiers. Et cela peut être une surface d'attaque, euh, donc une surface d'attaque sur votre système en entièreté. Donc si une personne a accès à un modèle, alors il va lui donner des ordres et il va les suivre. Et cela est problématique. Donc, il faut retenir cette phrase-là. Le LM propose une action. Le harness décide s'il l'autorise et l'exécute. Ces séparations, le modèle suggère et le programme contrôle, et ce qui rend un agent à la fois utile et maîtrisable. Donc, l'autonomie vit dans la boucle, mais les garde-fous vivent autour d'elle. Donc, il y a une certaine autonomie de l'agent à mener des actions, mais le harness, c'est une limite plutôt déterministe que l'agent ne peut pas la contourner, car c'est comme si son monde, c'est comme si son monde, ses outils, ses mains, on peut pas faire des choses avec, on peut pas, par exemple, avoir trois objets dans trois mains, car on a deux mains, par exemple, mais l'agent de même, quand une chose n'est pas envisagée dans son toolset, il ne peut pas mener ces actions-là. Donc revenons à un certain aspect ici que j'ai pas mentionné dans la dernière vidéo, c'est que à ce cadre-là, on a fait un zoom sur une seule itération, c'est-à-dire une seule itération dans cette boucle. Donc l'effectuation ou l'application des outils va être faite à chaque itération de la boucle while. Elle ne va pas se faire à la fin des fins. C'est-à-dire quand l'agent ne va pas juger sans observer les résultats de ses actions. Et cela, et dans ce cadre-là, on voit la puissance de cette méthode-là. Car l'agent se confronte à la réalité, effectue des tâches, et il a le feedback sur ces tâches et sur comment ces tâches-là sont pertinentes ou pas. D'où cette architecture est puissante. Elle est maintenant euh, l'usage par défaut des modèles d'intelligence, des modèles de langage. On est arrivé ici à l'architecture concrète. Hermès, c'est une binaire, ou bien il y a eu un nouvel update qui, euh, qui a qui nous a permis d'avoir une, une interaction en mode, une interface, user interface, une interface de vision qui est intuitive. Précédemment, on parlait avec Hermès, avec le CLI. Donc, le gateway peut, peut être configuré avec Telegram ou avec WhatsApp, etc. Et vous pouvez parler avec votre agent, euh, avec votre téléphone.
Il y a le solidempty qu'on a parlé, qui contient la persona et les rôles et les règles. Les toolsets, on a parlé de ça. Les skills. Et les skills, c'est une conception fondamentale car c'est une, les skills répondent à une exigence de limitation de la consommation euh, du, euh, du contexte. Car précédemment, pour lire un fichier, le modèle lit le fichier entièrement pour savoir ce qu'il va faire. Et maintenant, avec les skills, le modèle lit juste euh, une abstraction ou une petite introduction sur ce fichier qui va lui permettre de savoir si ce skills va être utile ou pas. Donc, il ne va pas lire le fichier tout entier, il va lire tout simplement quelques lignes pour lui permettre de savoir si ce skill sera utile. Donc, s'il elle est utile, il va l'utiliser, sinon, il ne va pas l'utiliser. Ce n'est pas le cas, par exemple, des MC, donc des serveurs MCP, si vous avez des serveurs MCP, ces serveurs MCP vont être ajoutés toujours au context window. Et les autres fichiers, les autres types de fichiers vont être ajoutés aussi au context window. Mais les skills ont cette spécificité de d'économiser l'utilisation du context window. Donc le backend, ce sont les différents modèles. Par la suite, dans des vidéos prochaines, on pourra voir d'un peu plus près comment en pratique tout cela fonctionne. Mais ici, on comprend l'architecture en général. Il y a ici les sessions, c'est-à-dire une persistance qu'on a mentionnée précédemment, qui était incarnée par le changement d'état et le fait de garder le contexte tout entier de la discussion. C'est ça, ce qui nous garantit la persistance de l'agent et sa prévisibilité dans ses réponses. Donc ici, une tour, comment utiliser par exemple Hermès, c'est la même, la même, le même concept que précédemment. Donc on a créé une commande qui s'appelle CTF, chat quello, c'est-à-dire en mode donc permission généralisée. Le modèle ne nous demande pas de permission quand il effectue les tâches. Et je lui envoie ce message-là, une question, de résoudre cette binaire. Donc il lit, comme tout à l'heure, c'est un fichier binaire. Par la suite, il appelle la terminale, l'outil terminal. Donc, par la suite, il fait l'exécution de, 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 d'un script en Python. Par la suite, il effectue ce script et ce script va lui donner le flag en fin du compte. Et il va s'arrêter ici car cette observation produit une réponse finale en fin du compte. Donc, on a précisé ici que c'est la même tâche de diapo 4. Euh, donc, seul le profil, donc les outils et le modèle changent. Donc, le modèle, le profil, c'est le CTF, c'est un agent de CTF. Donc, les outils, donc c'est l'outil terminal, c'est le- cette, donc cet outil d'exécution de code. Donc, tous ces outils-là. Donc, l'agent choisit les outils qui vont lui, qui vont aboutir dans son propre jugement au résultat adéquat. Donc, ici, une vue d'ensemble et une conclusion. On a un certain objectif qu'on se donne et euh, on donne cet objectif au LLM. Le LLM donc décide, il juge, il produit du texte, il fait appel à des outils, il effectue des tâches. Ces outils lui renvoient des observations et ou bien il redécide. Il effectue des tâches et ces tâches-là vont renvoyer des observations. Et lui-même, il doit redécider euh, à chaque étape si les actions requièrent d'autres tools, codes, etc. Alors il va
fait des appels à ces outils, et il va effectuer les tâches, et ces tâches vont lui donner des observations. Donc, en fin du compte, donc, euh, le tableau de message, c'est la mémoire de travail ou le contexte en général, plus session persistante, plus fenêtre de contexte. Tout cela constitue l'état d'un agent. Donc, c'est le tableau de message, les mémoires de travail, les sessions persistantes. Donc, ce sont les sessions, c'est-à-dire les conversations, et puis la fenêtre de contexte. Tout cela constitue l'état de l'agent. Donc, enfin, c'est ça, ce qui est l'agent. Donc, on a appris dans cette vidéo comment les agents fonctionnent, comment leurs architectures en général est créée, comment elles fonctionnent. Pourquoi faire cela? Parce que on doit avoir une conception générale de du fonctionnement de l'agent. On ne doit pas entrer dans les spécificités, dans l'implémentation exacte de l'agent, car c'est plus compliqué que ça. Mais il faut comprendre comment cela fonctionne. Et par la suite, dans d'autres vidéos, on va aller faire la pratique, effectuer des tâches beaucoup plus pratiques pour avoir une, 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 une expérience à cet égard, car cette tendance-là d'utiliser les agents est une tendance qui est prédominante dans l'aspect du software et même dans d'autres aspects dans cette mutation d'utilisation de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas se contenter d'utiliser un chat, un chatbot, mais il faut savoir l'utiliser, créer beaucoup d'agents qui vont effectuer des tâches quand vous êtes en train de dormir, c'est ça la vision globalement. Il y a des gens qui sont capables de laisser leurs agents travailler quand ils sont en train de dormir, ou quand ils sont en train de de balader, etc. Donc c'est ça la vision globalement. Et finalement, de comment utiliser les agents, c'est en les donnant leurs tâches, ces tâches de travail, etc., pour se libérer soi-même. Donc merci et à très bientôt.